Donc, bienvenue encore une fois. Dans cet atelier, nous allons générer ensemble une carte de déplacement. L'objectif principal est d'apprendre à réaliser les tâches suivantes. Donc, une génération d'un interférogramme topographique, l'extraction de la phase topographique, la génération d'un interférogramme différentiel pour enfin générer une carte de déplacement, donc en utilisant le logiciel open source SNAP de l'Agence spatiale européenne. Bon, je ne vois pas l'utilité de vous présenter cet outil vu que vous avez suivi la manipulation de ce matin et donc je suppose que vous avez déjà une idée. Donc pour la manip, nous allons utiliser deux images Sentinel-1 pour l'étude du tremblement de terre puissant qui a ravagé la province d'El Hawaz au Maroc à environ 70 km au sud-ouest de Marrakech, comme montré dans la figure. Il a été suivi de plusieurs répliques. Donc, ce séisme a eu lieu septembre passé, précisément le 9 septembre 2023. Le plus violent depuis 120 ans, a provoqué des dégâts importants et semé la panique à Marrakech. Cette région, comme plusieurs dans le Grand Maghreb, a eu une activité sismique très importante ces dernières années. Donc, la première chose à faire est de télécharger des images radar. Plus précisément, dans notre cas, on n'a besoin que de deux images. Donc, une avant et l'autre après l'événement. Mais pour pouvoir faire ça, il faut collecter certaines informations sur ce tremblement de terre. Donc, particulièrement, les coordonnées géographiques de l'épicentre, la magnitude et la profondeur. Donc, les coordonnées géographiques servent au téléchargement de bonnes images, alors que la profondeur et la magnitude nous donnent une idée sur les résultats à obtenir. Parce que, au fait, si l'épicentre est très profond et la magnitude est petite, on risque de rien détecter sur la surface. Donc, je vous conseille de consulter le site web de USGS, Earthquake. Donc, c'est un site fiable où vous trouvez toutes les informations. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire par la suite. Donc, comme j'ai déjà dit, on va utiliser des images Sentinel-1. Ce tableau représente quelques caractéristiques sur le porteur. Je vais essayer de ne pas redire ce que mon collègue a dit ce matin, donc malgré que la répétition ne fait aucun mal. Donc je rappelle juste que Sentinel-1 a un intervalle temporel de 12 jours entre deux acquisitions de la même région, donc ce qui est avantageux. Donc l'avantage, c'est que ces couples interférométriques peuvent être utilisés pour la détection des déformations de surface. Donc, le téléchargement des images est complètement gratuit, soit sur le site de Copernicus, comme vous l'avez appris dans l'atelier de ce matin, ou bien sur le site de l'ASF, donc Alaska Satellite Facility, et c'est ce qu'on verra dans quelques minutes. Maintenant, on se dirige vers le navigateur pour d'abord consulter le site de l'USGS Earthquake. Avant de faire ça, je vais juste arrêter le partage quelques instants, donc parce que j'ai partagé avec vous, j'ai deux moniteurs et j'ai partagé un seul, donc là, je suppose que vous arrivez à voir mon écran, j'espère. Oui, c'est bon. Ok, très bien. Donc, voilà la page d'accueil du site de l'USGS. Donc, on voit tout le globe terrestre. Donc, on peut changer la map. Donc, vous avez un large choix. Donc, le grayscale, ocean, terrain, street, satellite. Moi, personnellement, je préfère le grayscale. Donc, je vais le laisser comme ça.
Donc, ce que vous voyez, c'est ces cercles orange. En réalité, c'est les épicentres des différents séismes. Donc, si je clique dessus, par exemple, cette fenêtre sur la gauche apparaissent et me donne des informations sur ce séisme. Donc, la magnitude, le temps, les coordonnées, donc la longitude et la latitude, la profondeur. Je peux effectuer des recherches personnalisées. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Donc, pour faire, je vais chercher les séismes qui ont eu lieu durant la période de septembre 2023. Donc, pour ça, je vais à l'icône Settings. Donc, je vais fermer celle-là. Puis, je clique sur Search Earthquake Catalog. Et là, cette fenêtre s'affiche. Donc, je peux faire une recherche par rapport à la magnitude, la date et le temps, la région géographique. Donc, moi, je vais le faire par rapport à la date. Donc, je précise les bornes de la plage de recherche. Donc, je vais faire une recherche du 1er septembre jusqu'au 15 septembre, par exemple. Bien sûr, 2023. Voilà. Et je clique sur le bouton Search. Là, je vois tous les séismes, enfin tous les épicentres des séismes qui ont eu lieu dans cette plage d'intervalle. Donc, on s'intéresse au Maroc et donc je vais zoomer vers le Maroc et là vers Marrakech et je clique sur le plus grand bouton. Donc, et là, je vois les informations sur le séisme d'El Haouz. Donc, c'est sa magnitude, c'est 6.3. On voit le red pager parce que ça a causé des dégâts importants. Donc, sa profondeur était de 19 km et donc il a eu lieu le 9 septembre. Donc, c'est comme ça. Donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est ces coordonnées géographiques. Donc, je me dirige vers le site de téléchargement des images, donc l'ASF. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, on a toujours la map du globe terrestre. Donc, je vois, je sais pas si vous arrivez à voir. Donc là, il y a c'est écrit lat et long, donc la longitude et la latitude. Et quand je fais bouger la souris, donc le curseur, donc on voit que ces coordonnées changent. Donc je vais zoomer toujours vers le Maroc, vers Marrakech. Voilà. Et là, je cherche à peu près donc les coordonnées. Donc, c'était normalement 31. Donc, je reviens sur le site, j'ai oublié. C'était 31 nord et 8 ouest. Donc, je cherche 31 nord et 8. Donc, à peu près, c'est là. Donc, je trace ma zone d'intérêt. Voilà. Un petit rectangle me suffit. Et je me dirige vers la recherche. Donc, pour effectuer une recherche personnalisée, on a plusieurs choix. Donc, la première chose, le type de recherche. Donc, soit par géographique, donc par région géographique, c'est ce qu'on va faire. Vous avez un large choix. Vous pouvez faire votre recherche par rapport au baseline, au S-base. Donc, comme on a vu dans la partie, dans la présentation, si je veux implémenter la méthode de S-base, j'ai besoin des images conditionnées par le baseline temporel et spatial. Et donc, au lieu de télécharger toutes les images puis utiliser uniquement ceux dont les critères sont conformes, c'est possible de télécharger directement que les images qui nous intéressent. Donc, c'est pour ça que je préfère utiliser ce site. L'essentiel. Donc, on va garder géographique. Pour le dataset, c'est Sentinel-1. Bien sûr, vous avez un large choix. Tous ces produits sont gratuits. Donc, il y a des images satellitaires. Donc, voilà le site. Donc, l'icône on voit que c'est satellite. Il y a aussi ce signe de navette. Donc, Circe, c'est des images acquises par la navette spatiale de la NASA.
Il y a aussi des images aéroportées UAV-SAR pour les gens qui veulent travailler dans la polarimétrie. Donc, UAV-SAR, c'est un capteur qui fournit les 4 polarisations des images avec les 4 polarisations. Donc, vous avez un large choix. Donc, on va choisir Sentinel-1. Pour l'Area of Interest, donc la zone d'intérêt, on l'a déjà tracée. Donc, voilà les coordonnées. Et on va préciser les dates. Donc, le séisme a eu lieu le 9 septembre. Donc, je vais sélectionner une plage à partir du 15 août, par exemple, jusqu'à le 30 septembre. Voilà. Donc, je vais chercher des images dans cette plage. Donc, je clique sur ces 3 boutons pour donner plus de précision à ma recherche. Donc, dans le type de fichier, de file, donc de fichier ou de produit qu'on cherche, je fais sélectionner SLC, donc les images complexes. Vous pouvez sélectionner des différents niveaux des données GRD. Donc, les données GRD, c'est des données radar toujours, mais avec uniquement l'amplitude. Donc, pour les gens qui veulent faire de la fusion radar optique, donc ils n'ont pas besoin de la phase, donc c'est inutile de télécharger des images en complexe. Vous pouvez télécharger uniquement l'amplitude de l'image radar. Il y a aussi des images, donc raw data, donc des images brutes pour les gens qui font du traitement de signal et tout. Et il y a aussi les métadonnées pour les gens qui cherchent ça. Donc, on va choisir, comme j'ai dit, SLC. Et pour le mode, c'est IW pour interférométrique. Donc, on a besoin du mode interférométrique. Pour la polarisation, je précise pas la polarisation parce que c'est un paramètre qui n'est pas important pour la mesure du déplacement. Pour la direction, je dois préciser l'une des directions. Donc, soit ascendant, soit descendant. C'est comme vous voulez. Donc, je vais choisir, par exemple, ascendant. Et je clique sur le bouton Search. Donc, voilà. Donc, il m'affiche les images qui sont disponibles dans cette plage de date. Donc, on a une image le 22 août, le 3 septembre, le 15 septembre, le 27 septembre. Donc, on doit choisir une avant et l'autre après. Donc, moi, personnellement, j'ai choisi le 3 septembre et le 15 septembre. Donc, pour minimiser la décorrélation temporelle, donc c'est les 2 dates les plus proches qui couvrent l'événement. Donc, pour les télécharger, je clique sur ce chariot avec le signe positif. Donc, moi, je l'ai déjà fait, c'est pour ça. Donc, il est sombre. Et là, je me dirige vers Downloads. Je trouve les images que j'ai sélectionnées. On voit bien qu'ils sont volumineux. Donc, c'est presque 5 gigas, presque 8 gigas. Donc, ça prend du temps pour les télécharger. Donc, pour lancer le téléchargement, il faut juste cliquer sur Download File. Donc, moi, j'ai déjà fait ça. Les images sont déjà téléchargées et sont sur mon PC. Donc, je me dirige vers le Snap et on commence la procédure. Donc, la première chose à faire est d'ouvrir ces 2 images. Donc, File, Open Product. Je vais parcourir mon ordinateur et là, voilà les 2 images. Donc, celle du 3 septembre et celle du 15 septembre. Je clique sur Open. Et là, les 2 images on les retrouve dans l'onglet Product Explorer. Donc, chaque image a plusieurs bandes. Donc, je vais essayer d'ouvrir. Donc, il y a plusieurs bandes. Pourquoi? Parce qu'on a 2 polarisations. Donc, on voit qu'il y a des bandes avec le suffixe VH, donc polarisation VH. Il y a des images, des bandes avec le suffixe VV. Donc, il y a 2 polarisations. Donc, Sentinel-1 n'est pas fully polarized, donc n'est pas complètement polarisé. Donc, il offre dual polarization, donc 2 polarisations, soit VV-VH, soit HH-HV. Donc,
Pour chaque polarisation, on a trois subswats parce que la fauchée est très très large, donc il effectue l'acquisition par partie, donc par trois parties, donc IW1, IW2 et IW3. Pour chaque SWAT, on a trois bandes, donc le I, le Q et l'intensité. Le I, c'est l'image réelle, donc c'est la partie réelle. On voit qu'on n'arrive à rien voir. Enfin, c'est complètement chaotique. La même chose pour le Q, qui est la partie imaginaire. Pour l'intensité, on arrive à voir quand même quelques structures. Donc, l'image est très volumineuse, c'est pour ça, ça prend du temps pour la charger. Donc, on voit ici qu'il y a certaines structures, donc c'est des montagnes. Donc, en réalité, ça, c'est des montagnes. La première chose à faire, donc, on va prendre uniquement la partie qui nous intéresse. Donc, vu que la couverture est très, très large, donc c'est 250 km, on n'a pas besoin de toute la scène. Je vais à radar, Sentinel-1 tops, après S1 tops split. Dans la fenêtre qui s'affiche, donc je sélectionne l'image donc d'entrée. Donc je vais faire la même chose pour les deux images. Donc je sélectionne la première et puis je sélectionne la deuxième. Donc je change le nom du fichier en sortie, donc le nom est très long et j'ai pas besoin de toutes ces informations. Moi personnellement, je préfère garder que la date et le préfixe S1 pour dire que c'est produit Sentinel. Donc là, je dois aussi sélectionner le répertoire où je veux mettre les résultats. Donc, voilà. Dans l'onglet Processing Parameters, je vois dans la map que, voilà l'image, sa localisation par rapport à la map. Donc, il y a, comme j'ai dit, il y a trois SWAT, donc IW1, IW2 en blanc et IW3. Donc, l'épicentre est localisé dans IW1. Donc, je dois préciser la polarisation. Donc, je répète, c'est au choix. Donc, peut-être, enfin, je choisis VV. Je vais choisir VV. Et les bursts, j'ai pas besoin de tous ces bursts. Donc, je choisis par exemple de 3 à 7. Comme ça, je suis sûre que ça couvre l'épicentre. Et je clique sur le bouton Run. Donc, par rapport au burst, on voit bien qu'il y a des tris noirs. En réalité, pour chaque image, il y a 9 bursts et ces bursts sont séparés par des lignes noires qui sont appelées démarcations. Donc, pourquoi il y a ces bursts et ces démarcations? Parce que le satellite le capteur effectue l'acquisition par partie. Je vais faire la même chose pour la deuxième image. Donc, je précise l'image d'entrée. J'élimine toutes les informations dont j'ai pas besoin. Le répertoire de sortie, le subswat, donc c'est le 1, la polarisation, les bursts, donc c'est toujours la même chose que l'autre image, donc j'ai choisi de 3 à 7. Je clique sur Run. Voilà. Donc je peux fermer les images de départ, vu que je n'ai plus besoin. J'en ai plus besoin. Donc celle-là et celle-là. Pour fermer, je vais à File, Close to Products et je clique sur voilà. Je vais fermer ça. Et donc dans les nouvelles images, on voit qu'il n'y a que 3 bandes parce qu'on a sélectionné un seul subswat. Donc là, je vais ouvrir les 3 bandes. Voilà, il n'y a que cette partie qui nous intéresse. La deuxième chose à faire, donc après cette étape, est d'effectuer une calibration. Donc par rapport aux fichiers orbitaux. Donc je vais à radar, Apply Orbit File,
Et là, dans l'onglet Processing Parameters, je dois cocher Do not fail if new orbit file is not found. Et je clique sur Run. Donc, pourquoi je dois cocher cette case? Parce qu'en réalité, il a besoin, pour effectuer cette calibration, il a besoin des fichiers orbitaux et donc il va les télécharger à partir de la plateforme de l'ESA. Et donc, si la connexion d'Internet est mauvaise ou bien si le fichier n'existe pas dans la plateforme, donc il va m'afficher une erreur et je veux éviter ça. Donc, je fais la même chose pour la deuxième image. Voilà. Et voilà. Donc, j'ouvre les images obtenues et là, visuellement, on ne voit pas vraiment la différence. Donc, la calibration, c'est par rapport à la radiométrie des pixels et donc, visuellement, on ne distingue pas la différence. Donc, je ferme ces deux-là. J'en ai plus besoin. Voilà. Donc, une fois les deux images sont prêtes, je vais effectuer un recalage ou bien une superposition. Donc, pour pouvoir générer un interférogramme. Donc, pour ça, je vais à Radar, Co-Registration, et puis S1 TOPS Co-Registration, et je choisis la méthode PAC Geocoding. Donc, dans la fenêtre qui s'affiche, je dois ajouter les deux produits, donc les deux images. Et pour faire ça, je vais cliquer sur le bouton Add Opened. Et là, j'ai ces deux images. Donc, l'une des images va être considérée comme maître et l'autre comme esclave. Donc, par défaut, il va considérer, parce que c'est un choix arbitraire, donc il va considérer la première image comme maître et la deuxième comme esclave. Si je veux, par exemple, je veux que l'image du 3 septembre soit maître, je n'ai qu'à cliquer sur le bouton Move Up et comme ça, elle devient en première position. Donc, dans l'onglet Geocoding, je dois préciser le MNT à utiliser. Donc, pour ça, je vais utiliser le SLTM INSEC. Et dans le Write, j'ai l'image, enfin, le nom du fichier en sortie et le répertoire où mettre les résultats. Je clique sur Run et là, il va faire une superposition des deux images, une première superposition des deux images. Donc, ça va prendre un peu du temps. Donc, je rappelle que le Snap nécessite une machine, je dirais, assez puissante, pas très, enfin, assez puissante. Ma machine a une RAM de 16 Go et un processeur i7 11e génération et quand même, ça prend un peu du temps. Et on n'a pas utilisé toute l'image. Donc, on a utilisé un seul SWAT et 5 bursts dans ce SWAT. Donc, la première calibration a été effectuée. J'ouvre les bandes de cette nouvelle image et là, je vois qu'il y a les deux images. Donc, pour chaque image, il y a la bande I, donc la partie réelle, partie imaginaire et l'intensité. La même chose pour la deuxième image. Et bien sûr, si je clique visuellement, je ne vois pas du tout la différence avant et après. Donc, on va effectuer une deuxième méthode. Donc, on va appliquer une deuxième méthode de recalage. Donc, pour ça, je vais à Radar, Co-Registration, S1 TOPS Co-Registration et je choisis Enhanced Spectral Diversity et je change rien du tout. Donc, je clique directement sur Run. Donc, au fait, le recalage des images passe par deux étapes. Il y a un recalage grossier, il y a un recalage fin. Donc, dans le recalage grossier, donc, on élimine juste les zones qui sont pas communes. Et dans le recalage fin, on joue sur la précision. Donc, pour s'assurer que chaque pixel dans l'image maître et dans l'image esclave se correspondent. Donc, ça prend un peu de temps. Voilà, et c'est fait. Donc, la même chose. Donc, si j'ouvre les deux bandes, donc je trouve, bien sûr, pour chaque image,
les trois bandes réelles, imaginaires et intensité. Il a ajouté aussi MST pour master et SLV pour slave, donc pour esclave. Donc, si je clique, je vois que visuellement, on ne peut pas voir la différence. Donc, maintenant, une fois que les deux images sont superposées, je peux générer l'interférogramme. Donc, pour ça, je vais à Radar, Interferometric, Products, Interferogram, Formation. Donc, dans l'interférogramme, je peux éliminer la date parce que c'est la date du master. Et dans ces paramètres, je vais laisser tous les paramètres tels qu'ils sont. Il faut s'assurer juste que cette case est cochée, donc Subtract Flat Earth Phase, pour qu'il élimine la phase, enfin, les franges orbitales de la phase. Et je peux aussi jouer sur la taille de la fenêtre durant le calcul de la cohérence. Donc, je vais augmenter la taille un peu pour avoir une meilleure estimation. Et là, je clique sur Run. Donc, je vais fermer les images vu que j'ai pas besoin de ces images. OK. Donc, c'est fait. Je vais ouvrir la nouvelle image. Et là, on voit qu'il y a 5 bandes. Donc, l'interférogramme, c'est la phase. Mais là, on a calculé le produit interférométrique. Donc, il est de type complexe. Donc, il a sa représentation partie réelle. Voilà, donc partie réelle plus J partie imaginaire. Donc, c'est le réel et c'est l'imaginaire. Bien sûr, on ne voit pas bien les structures. Et il y a la représentation trigonométrique. Donc, c'est l'amplitude fois l'exponentielle de J, la phase. Et voilà la phase. Donc, c'est la phase IFG. Donc, c'est cette phase interférométrique qu'on cherche. Et il y a aussi la cohérence. Voilà. Donc, voilà l'amplitude, voilà la phase interférométrique et voilà la cohérence, qui est le module du produit interférométrique. Donc, on voit bien que cette partie tend vers 0. Donc, ces zones-là sont des zones incohérentes. Dans l'interférogramme, voilà, donc c'est trop bruité, trop bruité. Donc, si je zoome, je vois que c'est très difficile de distinguer entre les différentes franges. Et dans cette partie-là, donc il y a la plupart des pixels sont blancs et donc c'est des zones cohérentes et on voit bien les franges dans cette partie. Donc, il y a toujours le problème de démarcation. Donc, ces lignes noires gênent l'interprétation et donc on doit les éliminer. Donc, pour faire ça, je vais à Radar, Sentinel-1 Tops et S1 Deburst. Donc, je garde les paramètres et je clique sur Run. Je clique sur Close et j'ouvre l'image résultante. Donc, je vais vers la phase interférométrique et là, je vois qu'il n'y a plus de démarcation. Donc, les bursts sont liés. La cohérence, donc la même chose, donc plus de démarcation. Et voilà notre interférogramme topographique. Il ne faut pas prêter attention à ce rectangle vert, donc il sera éliminé plus tard. Donc ça ne gêne pas du tout l'interprétation. Donc là, c'est notre interférogramme topographique. L'étape suivante est la génération d'un interférogramme différentiel. Donc cet interférogramme topographique a deux composantes. Donc, il y a la composante topographique et vu qu'il y a eu un déplacement
entre les deux acquisitions et donc il a la composante de déformation. Donc, pour générer un interférogramme différentiel, je dois éliminer la topographie. Donc, pour faire ça, je vais à radar, interférométrique, product, et je clique sur topographic phase removal. Donc là, je choisis le DEM. Donc pour éliminer la topographie, il a besoin d'un MNT extérieur pour estimer la topo. Et là, je choisis le SLTM avec 30 mètres de 30 mètres de résolution. Donc, je dois cocher ces deux cases, donc output topographic phase et output élévation pour voir les bandes de topographie et d'élévation. Je clique sur Run. Donc, j'ai plus besoin de ces deux images. Je peux les fermer. Donc, ça prend un peu de temps parce qu'il doit télécharger le DEM, donc l'SRTM. Et donc, ça dépend aussi de votre connexion Internet. Donc, ça peut prendre beaucoup de temps, comme ça peut prendre un temps réduit. Très peu de temps. Hein? Donc, si on souhaite exploiter l'interférogramme topographique et donc ne pas aller jusqu'à l'interférogramme différentiel, cet interférogramme, il faut le filtrer et il faut aussi remédier au problème d'étalement. Donc, parce qu'on voit que l'interférogramme est très étalé, c'est dû à la différence de résolution entre l'azimut et le range. Donc, il a terminé. J'ouvre le produit. Donc là, il y a plusieurs bandes. Donc toujours la partie réelle, partie imaginaire, l'intensité, la phase. Voilà. Et voilà, c'est l'interférogramme différentiel. Donc ici, il n'y a que ces franges-là représentent uniquement la déformation. Donc on peut voir aussi la topo. Donc voilà, la phase topographique. Donc la cohérence de l'interférogramme différentiel. Je vais fermer tout ça. Hein. Et l'élévation. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la phase interférométrique et bon, la cohérence juste pour visualiser les zones cohérentes et les zones non cohérentes. Donc, je me suis dit, je viens de dire que ces interférogrammes sont étalés dû à la résolution qui est différente dans les deux axes. Et donc, pour remédier à cela, on effectue un multilooking. Donc, pour ça, il faut aller à Radar. SAR Utilities, Multilooking. Et là, dans l'onglet Processing Parameters, je sélectionne les bandes que je veux. Donc, je vais effectuer ce multi-looking sur tous les bandes. Donc, je ne vais pas sélectionner une seule. Et le nombre de range looks, donc le nombre de looks. Donc, je veux rendre le pixel carré. Et donc, pour chaque deux pixels azimut, correspond 8 pixels en range. Enfin, la somme se fait sur 8 pixels en range et 2 pixels en azimut. Donc, ce processus est assez rapide, donc ça ne prend pas beaucoup de temps. Close. J'ouvre les bandes, donc on a toujours les mêmes bandes. Je me dirige vers l'interférogramme différentiel et là, je vois bien que il y a un bon rapport entre l'azimut et le range. Le pixel est devenu carré et donc il représente la même surface, enfin la même distance au sol.
on voit toujours qu'il y a des ondes qui sont très, très bruitées. Donc, et l'interférogramme en général est bruité. Donc, une étape de filtrage est importante. Donc, je vais à radar, interférométrique, filtering, et là, je sélectionne Goldstein Phase Filtering. Donc, je garde les paramètres tels qu'ils sont. Donc, je vais pas changer. Donc, ça doit être rapide, voilà. Et là, j'ouvre la phase. Voilà. Donc, on voit très bien la différence. Donc, je vais les afficher en parallèle. Donc, pour ça, je vais à Window, Tile Horizontally, et dans navigation, je clique sur Synchronize Views Across Multiple Images. Donc, comme ça, quand je zoome dans une image, il zoome dans l'autre fenêtre. Enfin, dans une fenêtre, il fait la même chose dans la deuxième fenêtre. Donc, on voit bien qu'il y a un bon lissage. On voit que les franges, donc, il garde la structure telle qu'elle est. Donc, il n'y a pas un effet de bloc, heureusement. Et là, on a notre interférogramme. Donc, voilà notre interférogramme différentiel filtré. Donc, la phase est, comme on a dit, la phase est discontinue. Donc, si je vois l'histogramme, donc voilà son histogramme. Enfin, c'est pas l'histogramme. C'est ce que je cherche à voir, c'est la palette. Donc, la palette de couleurs. Donc, c'est moins, les valeurs varient de moins pi jusqu'à pi. Donc, voilà, on voit ici le min et le max. Donc, c'est moins pi à pi. Donc, pour reconstruire la phase interférométrique, on doit effectuer un déroulement de phase. Donc, pour effectuer cette tâche, on va utiliser le plugin Snafu de Snap. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller au radar, interférométrique, unwrapping. Donc, le déroulement de phase en anglais, c'est unwrapping. Donc, et je clique sur Snafu Export. Là, je précise le nom du fichier, donc de l'interférogramme différentiel filtré. Et dans cet onglet, si je veux changer les paramètres, donc je le fais. Donc, je vais juste changer ces deux paramètres pour que le calcul se fait sur chaque pixel. Et dans Target Folder, donc je dois créer un fichier où il va mettre les résultats du déroulement. Donc, et là, je vais créer un fichier. Je vais l'appeler Snafu. Vous pouvez changer le nom, bien sûr. Je clique sur Select et là, je clique sur 1. Donc, dans cette étape, on n'a pas fait un déroulement de phase, mais on a préparé l'environnement. Donc, je dois aller au répertoire que je viens de créer. Et là, au répertoire, donc voilà, Snafu, je clique et là, j'ouvre le document, enfin le fichier de configuration. Donc, on l'ouvre avec un bloc-notes. Donc, je dois mettre en commentaire cette ligne, voilà, enregistrer, et je dois copier cette ligne de commande. Donc, CTRL-C. Je reviens au répertoire, j'ouvre un terminal dans ce répertoire, donc voilà, et je vais coller la commande. Donc, pour coller la commande, voilà, c'est paste. Ah, pardon, il y a une erreur. Donc, je vais recopier.
erreur quelque part. Je vais recopier la ligne, comme ça pour éviter, donc copier. Et là, je fais paste, voilà. Je clique sur Entrée. Donc, le processus va prendre à peu près 10 à 15 minutes. Donc, durant ce temps, je vais vous expliquer, parce que moi, j'ai déjà téléchargé le plugin de Snafu. Donc, pour que ça marche, il faut faire de même. Donc, pour faire ça, donc, je me dirige vers le navigateur. Donc, j'ouvre un moteur de recherche. Que j'ai pas le site enregistré. Donc, j'écris Snafu, ESA, voilà. Et là, dans la page officielle de l'Agence spatiale européenne, voilà, cette page, je vais, il y a beaucoup, donc il y a plus de détails, plus d'informations sur ce plugin. Donc, je vous invite à lire cette documentation. Je me dirige vers le manual Snafu installation et là, je vais télécharger le fichier zippé selon mon système d'exploitation. Donc, dans mon cas, j'ai un 64 bits Windows, donc j'ai téléchargé ce fichier compressé. Donc, si vous avez 32 bits, donc vous téléchargez ce deuxième. Si vous avez Linux, bien sûr, vous pouvez télécharger ce fichier. Donc, j'ai déjà téléchargé ce fichier. Je vais au répertoire téléchargement et voilà donc mon fichier zippé. Je l'ouvre. Il faut extraire les fichiers qui sont dedans. Donc, voilà. Et voilà. Donc, il faut copier ces 4 répertoires et ce fichier et se diriger vers le disque local C. Programme, Snap, pardon, je me suis trompée, donc Snap et Snafu. Et puis, il faut coller ces 4 répertoires et le fichier. Donc, moi, j'ai déjà fait, c'est pour ça ces répertoires liés. Donc, une fois j'ai le plugin installé, il faut ajouter le chemin vers le répertoire bin. Donc, il faut copier ce chemin. Il faut l'ajouter aux variables d'environnement de votre système d'exploitation. Donc, pour faire ça, il faut cliquer sur les touches Windows R pour que la fenêtre exécutée s'affiche. Puis, dans la case ouvrir, vous tapez sysdm.cpl et cliquez sur OK. Cette fenêtre s'affiche. Donc, je vais vers l'onglet paramètres système avancé. Je clique sur variable d'environnement. Et là, dans cette partie de variable système, je cherche la ligne du path. Voilà. Donc, je clique sur modifier. Et dans la fenêtre qui s'affiche, je dois coller le chemin de ce répertoire, donc celui-là. Voilà. Donc, j'ai pas besoin de le faire parce que il y est, je l'ai déjà fait. Donc, je clique sur OK, OK et OK une dernière fois. Donc, une fois je fais ces étapes-là, quand je lance cette commande dans le terminal, j'aurai pas d'erreur. Donc, par rapport au terminal, donc vous pouvez utiliser le terminal de Windows directement, ou bien vous pouvez utiliser le Git. Donc, pour le Git, on se dirige vers le navigateur, toujours un moteur de recherche, et vous tapez Git. Voilà, donc c'est pas le GitHub, donc c'est complètement différent. Et là, voilà le site officiel de Git. Vous pouvez télécharger l'exécutable à partir de là. Donc, vous allez au Downloads. Et là, vous choisissez le système, votre système d'exploitation. Donc, dans mon cas, c'est Windows. Et là, on a plusieurs versions. Donc, tout dépend. Il y a standalone, portable, l'essentiel. Donc, vous pouvez tester les différentes. Moi, j'utilise celle-là. Donc, 64 bits, Git for Windows Setup. Donc, vous téléchargez.
Une fois que vous téléchargez l'exécutable, vous allez au téléchargement. Donc, vous trouvez, voilà, donc l'exécutable et vous lancez l'installation de ce logiciel. Donc, l'installation est très, très simple. Donc, il faut suivre. Donc, vous avez qu'à cliquer sur Next, Next, Next jusqu'à la dernière étape. Donc, rien de spécial. Alors, je reviens toujours à mon terminal. Donc, il n'a pas encore terminé. Ça prend quand même du temps. Le déroulement de phase, donc c'est une phase très importante, mais en même temps très délicate. Vous n'avez pas un large choix de méthodes dans les outils logiciels. Donc, Snap offre uniquement la solution Snafu, le plugin Snafu. Il y a un autre outil gratuit développé par le laboratoire GPL de la NASA, donc le ICE, mais il fonctionne uniquement sur Linux. Donc, pour les gens qui travaillent sur Linux, je les invite à l'explorer. Donc, faire une recherche. Vous trouvez, vu que c'est gratuit, c'est open source, donc vous trouvez plein de tutoriels sur le net et même sur YouTube. Donc, ça vaut le coup d'essayer. Mais à part ces deux-là, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres outils gratuits. Et donc, soit vous utilisez ces deux-là, soit vous devez développer vous-même les algorithmes de déroulement de phase. Et c'est un peu compliqué. Donc, ça nécessite du temps et il faut bien comprendre le concept de chaque méthode. Voilà, donc il a presque terminé. Il reste juste quelques petits traitements. Donc, il est en train juste d'enregistrer le fichier. Maintenant, par rapport juste on peut remarquer, en revenant à l'interférogramme différentiel, on peut remarquer qu'il y a un trait qui gêne un peu ici. Donc, c'est dû aux différents, donc, au collage des différents bursts. Donc, c'est une erreur inévitable. Soit vous téléchargez, si ça vous gêne beaucoup, soit vous téléchargez un autre couple d'images, ou bien vous pouvez l'ignorer. Donc, tout dépend de votre application. Ce problème se pose beaucoup, il est dû à la couverture importante des images Sentinel. Donc, ils ont élargi la fauchée, et bien sûr au détriment de ces petites erreurs et artefacts. Donc, on ne peut pas avoir un produit parfait. Donc, une large couverture, une meilleure résolution, une meilleure précision. Donc, il n'est pas possible d'avoir le tout. Donc, voilà. Et voilà. Donc, c'est fait. Donc, ça lui a pris 8 minutes 59 secondes. Donc, c'est à peu près 9 minutes pour dérouler la phase de cet interférogramme différentiel. Donc, on va l'ouvrir. Donc, pour ça,
Donc, file. Donc, pour faire ça, il faut aller à radar, interférométrique, unwrapping, et là, je fais snafu import pour importer la phase déroulée. Donc, je précise dans le premier onglet la source, donc l'interférogramme différentiel filtré enroulé. Et dans la deuxième, donc, je vais au répertoire snafu. Donc, voilà, je vais à snafu. Et là, je sélectionne l'interférogramme, je sélectionne la phase déroulée. Donc, elle commence avec le préfixe UNW et je sélectionne le fichier avec l'extension HDR, donc le fichier en tête. Voilà, je clique sur la touche Entrée au clavier. Donc, dans cet onglet, je coche cette case. Donc, j'ai pas besoin d'enregistrer l'interférogramme enroulé parce que je l'ai déjà. Et dans le dernier onglet, je vais ajouter un suffixe pour distinguer entre l'enroulé et le déroulé. Donc, je vais mettre UNW. Voilà. Je clique sur Run. Voilà, c'est fait. Et là, voilà la phase. Donc, je vais les mettre une à côté de l'autre. Donc, Window, Type, Horizontally. Et voilà. Voilà les deux images. Donc là, c'est l'interférogramme différentiel. C'est la phase enroulée. Et là, c'est la phase déroulée. Donc, si je clique sur cette phase, je vois que le minimum, c'est moins 62 et le maximum, c'est 10. Donc, ce n'est plus entre moins pi et pi. Mais ça reste toujours une phase. Donc, moi, je cherche le déplacement. Donc, il faut convertir cette image de phase déroulée en un déplacement. Donc, pour faire ça, je vais au radar, interférométrique, product et phase to displacement. Voilà. Donc, il n'y a rien à changer. Je clique sur Run. Voilà, et c'est fait. Donc, j'ouvre la bande déplacement. Voilà. Donc, je vais les mettre une à côté de l'autre. Horizontally. Et là. Voilà. Et voilà. Donc, dans déplacement, je vais changer la palette de couleurs. J'aime pas cette palette. Donc, vous pouvez la garder. Vous l'aimez bien. Donc, pour ça, je vais à Color Manipulation. Je clique sur le bouton Basic. Et dans la partie palette, je vais choisir une autre palette. Donc, moi, je préfère celle-là. Donc, Cube Helix Cycle. Voilà. Donc, si je clique sur... je reviens, dans Slider. Donc, je vois que le minimum, c'est moins 0,048 et le maximum, c'est 0,27. Donc, l'unité, c'est le mètre. Donc, voilà la carte du déplacement en mètres. Donc, voilà le produit final qu'on cherche. Mais, bien sûr, comme ça, donc l'image est suivant les coordonnées azimut range. Donc, si on veut superposer cette image sur une autre map, donc on doit effectuer un géoréférencement. Donc, pour faire ça, je vais au radar. Pardon, je vais fermer ces produits. Donc, je vais au radar, géométrique, terrain correction, range Doppler terrain correction. Donc, là, donc, je vais faire ce géoréférencement pour la phase, pour le déplacement et même pour l'interférogramme différentiel, pour qu'on puisse le superposer. Donc, dans Processing Parameter, je change juste le MNT, donc je vais utiliser celui de 30 mètres. La map de projection, donc je vais garder WGS 84. Et là, je clique sur Run. Donc, le processus est rapide, il ne prend pas beaucoup de temps. Donc, je ferme ces deux-là.
et je vais ouvrir le déplacement. Voilà. Donc, je change toujours la palette de couleurs. Donc, je préfère celle-là. Voilà. Et bien sûr, donc, les valeurs n'ont pas vraiment changé. Je vais faire la même chose pour l'interférogramme différentiel. Donc, géométrique, co-registration, géométrique. Donc, terrain correction, range Doppler terrain correction. Et la même chose. Donc, je vais changer le DEM, le MNT, je clique sur l'un. Et voilà. Ok, c'est fait. Donc, si j'ouvre le produit, je vais... pardon, il n'a pas effectué. Il a effectué uniquement sur ces 4 bandes. Il n'y a pas... Je dois refaire cette étape. Pardon. Parce qu'il ne l'a pas fait sur toutes les bandes. Bon, j'ai pas changé les bandes. Donc, je vais au radar, géométrique, terrain correction. Donc, dans Processing, là, je vais préciser uniquement la phase. Donc, j'ai besoin que de la phase. Je vais changer celui-là. Et voilà, je clique sur Contact name, want to continue, yes. Overwrite it, yes. Là. Et voilà. Donc là, et voilà. Donc la même chose. Donc le produit final est prêt. Donc je vais les afficher sur le même window. Voilà. Donc on a la carte de déplacement et voilà l'interférogramme différentiel. Donc je peux les enregistrer donc dans des fichiers, donc soit en tant que fichier KMZ pour pouvoir l'ouvrir sur Google Earth. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Donc, je clique sur l'image avec le bouton droit de la souris et je vais l'enregistrer dans le répertoire Results. Je clique sur Save. Voilà. Ça va prendre un peu de temps. Donc, la même chose pour cette interférence. Donc, il y a 2 façons de faire. Soit je clique sur l'image, bouton droit, et je choisis. Soit je peux aller au fichier, export, et là, je peux enregistrer le fichier sous différents formats. Donc, on a le format JPEG 2000, le format JUTIF pour les gens qui souhaitent l'ouvrir dans d'autres logiciels, donc par exemple le QGIS ou autre. Le format Envy pour les gens qui travaillent sur Envy. Donc, il y a plusieurs formats. Il y a bien sûr, et on peut l'exporter en Google Earth KMZ. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Donc, la même chose, on va parcourir l'ordinateur, aller au répertoire et l'enregistrer. Voilà. Et voilà. Donc, on a terminé avec Snap. On se dirige vers Google Earth pour voir le résultat. Et donc, je vais au fichier, ouvrir, et je cherche, j'ouvre ces 2 fichiers, KMZ. Ouvrir, voilà. Et voilà. Donc là, on voit les 2 cartes superposées sur la map de Google Earth. Donc, je peux afficher une seule. Donc là, j'ai que l'interférogramme. Donc, j'enlève l'interférogramme et voilà le déplacement. Et voilà la palette de couleurs. Donc, c'est la fin de cet atelier. Dans le fichier
qu'on va partager avec vous. J'ai mis les schémas synoptiques de ces différentes étapes. Donc, on a fait, donc juste pour récapituler ce qu'on a fait. Donc, on a fait un pré-traitement des deux couples d'images radar. Donc, on a divisé les images. Enfin, on a pris uniquement les parties qui nous intéressent, donc par un topsal split. Après, on a calibré les images donc par rapport aux fichiers orbitaux. Et on a sauvegardé les images. Donc, ce même processus a été effectué sur les deux images. Après, pour générer l'interférogramme topographique, donc à partir de ces deux images, donc on a fait une première phase de back geocoding et une deuxième phase de enhanced spectral diversity pour superposer les deux images. Puis on a généré un interférogramme topographique et on a fait une étape de déburst pour éliminer les démarcations. Donc, pour générer l'interférogramme différentiel, donc on a récupéré l'interférogramme topographique, on a éliminé la phase, donc topo phase removal, on a éliminé la phase topographique et on a fait un multi-looking pour rendre le pixel carré. On a filtré en utilisant l'algorithme de Goldstein et on a enregistré, donc pour utilisation antérieure, et on a lancé le processus SNAFU. Donc, pour générer la carte de déplacement, il fallait passer par SNAFU pour générer une phase déroulée. Et puis, à partir de cette phase déroulée, on a fait la conversion vers le déplacement. On a effectué une dernière étape de terrain correction, donc une correction radiométrique, donc une correction par rapport au terrain, un géoréférencement pour être plus précis. Et là, on a obtenu le résultat final. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'attends vos questions. Ok, je vous remercie, Madame Hadja Rabah. Pareil, donc merci, c'était très enrichissant. J'ai appris énormément de choses et je suppose que c'est le cas de tous les participants ici. Donc, le temps de faire